Bonjour à tous, je suis Madame Mendoza Spinola Aurélie, actuellement doctorante en droit public. Comme vous avez pu le constater, j'interviens selon des modalités quelque peu particulières, car étant actuellement à l'île Maurice, pour des raisons professionnelles, je ne puis physiquement être des vôtres aujourd'hui. Je tiens donc particulièrement à remercier les organisateurs de ce séminaire de m'avoir invité à y participer. C'est toujours un honneur d'apporter sa contribution à l'avancée de la recherche. Sans plus tarder, je commencerai mon intervention par une petite anecdote qui m'a semblé parfaite pour en venir à notre actualité. En 2010, le sénateur René-Paul Victoria interrogeait la secrétaire d'État chargée des sports sur la place du sport dans le développement durable et notamment sur quelle était la stratégie du ministère pour que le sport devienne un véritable levier du développement durable. À cette question, Ramayad lui répondait premièrement par un constat, celui que le développement durable n'avait pas été suffisamment pris en compte par le monde du sport. La réponse à ce constat d'échec avait été l'organisation des assises du sport et du développement durable. L'objectif de Ramayad était clair, prouver que, je cite, les clivages entre les écologistes d'un côté et les passionnés de sport de l'autre n'étaient plus tenables car ils privent notre pays d'équipements essentiels. Laissant de côté la formule quelque peu sibylline de l'équipement essentiel, l'intervention de Madame la secrétaire d'État nous interpelle toujours aujourd'hui sur plusieurs points. Premièrement, 10 ans après, le monde du sport a-t-il rattrapé la marche sociale vers le développement durable? Deuxièmement, le clivage intenable entre sport et environnement a-t-il pu être dépassé? Autrement dit, la conciliation est-elle désormais parfaite? À la première question, la réponse est oui. Le monde du sport s'est bien mis au pas de course pour répondre à l'appel du développement durable. Il s'est organisé et a été encouragé à le faire par diverses stratégies nationales, dont la dernière en date est la stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable du sport à l'horizon 2015-2020. Cette stratégie met l'accent sur la responsabilité du monde sportif dans la réalisation de l'objectif général du développement durable. Et cette responsabilisation a un but, permettre la transition écologique, considérée comme une nécessaire mutation. Alors, 3 grandes ambitions sont affichées. D'abord, celle de transformer le monde du sport pour le rendre plus durable. Ensuite, celle de transformer et de mobiliser tous les acteurs du sport dans cette dynamique durable. Enfin, se servir du sport et de tous ses acteurs pour rendre le monde plus durable. Un centre de ressources et un espace collaboratif ont été créés où l'on peut constater tout un florilège d'initiatives et d'actions afin de rendre le sport effectivement plus durable. Mais toutes ces initiatives ont-elles pour autant permis la pacification, la conciliation entre sport et environnement? Le dépassement originel du clivage sport-environnement a-t-il pu être réalisé? Rien n'est moins sûr. Si au niveau national l'affichage est à la réussite, au niveau local, il est permis de s'interroger. Car au-delà des discours, il y a bien évidemment les réalités. Et cette réalité, quelle est-elle à La Réunion? Elle est bien complexe. En effet, la spécificité des problématiques locales colore la question de la durabilité sportive, d'enjeux qui dépassent de loin le simple monde du sport. Lorsque l'on étudie ces spécificités locales sous l'angle des piliers du développement durable, on se trouve en présence d'éléments qui, a priori, exacerbent les tensions contradictoires entre sport et environnement. Sous l'angle du pilier environnemental, nous sommes en présence d'un territoire d'exception, faisant l'objet, en théorie, de contraintes de protection assez fortes. Un parc national dont le cœur représente 42% de la surface de l'île, 2 réserves naturelles, 3 arrêtés de biotopes, les pitons, cirques et remparts classés comme patrimoine mondial de l'UNESCO, des espaces naturels sensibles qui s'étendent sur 30 sites et à peu près 2000 hectares, 8 réserves biologiques et 17 sites gérés par le Conservatoire du littoral pour une superficie d'environ 2000 hectares. Sous l'angle du pilier économique et social, nous sommes également en présence d'un territoire avec de forts handicaps structurels, d'ailleurs reconnus par l'Union européenne. Un chômage fort, chiffré à 22,4% en 2016 selon les chiffres de l'INSEE, un niveau de vie et de pauvreté assez alarmant puisque 40% des Réunionnais vivent sous le seuil métropolitain de pauvreté, une croissance stable mais pas non plus très élevée. Les fers de lance de cette économie
sont eux-mêmes des sources de pression sur le milieu. On a une agriculture consommatrice d'espace. Bien évidemment, nous avons également la pêche, qui elle est consommatrice de ressources biologiques. Et enfin, le tourisme, en augmentation de 5,1% en 2015. Parmi tout cela, nous avons aussi la pratique sportive qui s'est beaucoup développée sur l'île, notamment en raison de l'affection des Réunionnais pour le sport. 260 associations sont créées chaque année à but sportif. La place du sport n'est pas négligeable dans l'économie locale puisqu'elle représente 2,2% du PIB. Le contexte révèle ainsi l'existence d'une véritable tension entre les impératifs de protection et les nécessités sociales, tension exacerbée par l'insularité. La question qui se pose alors est la suivante. Comment le droit intervient-il pour faciliter la pacification des relations sociales entre intérêts sportifs et intérêts écologiques? Quels sont les outils qu'il met à la disposition des pouvoirs publics pour permettre la prise en compte de l'un sans que l'autre ne soit par trop désavantagé? Les moyens que le droit offre sont de deux ordres. D'une part, des outils législatifs et réglementaires, dont l'objectif va tendre vers l'évitement du conflit entre intérêt environnemental et intérêt du sport, mais également des méthodes jurisprudentielles lorsque ce conflit sera finalement consommé. Alors, parmi les outils législatifs et réglementaires, il y en a que je vais volontairement laisser de côté. C'est le cas des études d'impact, que je n'aborderai pas dans le cadre de la présente étude, dans la mesure où j'ai déjà eu l'occasion de produire un travail de recherche sur ce point, et d'autre part, puisque je sais que mon collègue Guillaume Dariomel se sera très certainement chargé de vous présenter toute l'actualité croustillante sur ce propos. Alors, parmi les outils législatifs que je vais envisager, il va surtout s'agir de planification. Alors, on a tout d'abord des outils de planification assez généraux qui vont intégrer les contraintes environnementales et les usages sportifs comme des éléments d'une politique plus générale de développement durable territorial. C'est le cas par exemple des planifications issues du droit de l'urbanisme, comme par exemple le SCOT ou le PLU. C'est aussi le cas des schémas de services collectifs, parmi lesquels le schéma de service collectif du sport, prévu à l'article L111-2 du Code du sport, dont l'un des buts est de favoriser la coordination des différents services publics impliqués dans le développement des pratiques sportives en relation avec les politiques de développement local, économique, touristique et culturel. À côté de ces outils un peu généraux, nous avons aussi des outils spécifiques qui sont dédiés à la prise en considération des intérêts du sport ou de la protection de l'environnement. Pour le sport, l'article L311-3 du Code du sport dispose que le département favorise le développement maîtrisé des sports de nature, par l'élaboration d'un plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature. Ce plan comprend un plan départemental des itinéraires, promenades et randonnées, prévu à l'article L361-1 du Code de l'environnement, dont l'objectif est de recenser les itinéraires que peuvent emprunter les usagers sur les différents types de voies. Les véhicules motorisés en sont exclus car ils sont censés faire l'objet d'un plan à part. À La Réunion, nous avons effectivement un PDIPR, mais qui a été adopté sous forme de phases, dont la première date de 2006. Cette première phase ne vise uniquement que les sentiers de l'ONF et la seconde est toujours en cours. En ce qui concerne l'arsenal environnemental, il est tout de même un peu plus costaud, puisque le droit de l'environnement comprend des plans qui organisent les usages des ressources naturelles et qui constituent elles-mêmes le patrimoine commun de la nation. C'est le cas par exemple de l'eau ou de la forêt. Pour le cas de l'eau, des plans sont mis en place dont le but est la gestion globale, durable et équilibrée de la ressource en eau, des écosystèmes aquatiques, de la pêche et du patrimoine piscicole. L'objectif est clairement de concilier les différents usages comme le tourisme, la protection des sites, les loisirs et les sports. Très concrètement, cela se traduit au niveau local par des plans tels que le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux,
et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux, deux types de schémas qui fixent des objectifs de qualité et de quantité en ce qui concerne l'état des eaux. Ils sont importants car ils sont opposables tant aux personnes publiques qu'aux personnes privées. Ces plans, les plans d'urbanisme que nous avons évoqués tout à l'heure, ne peuvent aller à l'encontre des objectifs des SDAGE. Le dernier SDAGE de la Réunion a été adopté en 2015 et parmi ses orientations fondamentales, on remarque la préservation de la ressource en eau dans le respect des usages et le respect de la vie aquatique en prenant en compte le développement durable. La formulation laisse tout de même dubitative, puisqu'on ne sait pas trop comment cela va se mettre en place, d'autant que en pratique, rien n'est indiqué sur les usages sportifs dans le cadre du programme de mesure. Alors au titre de la planification environnementale, d'autres documents vont également intéresser notre sujet, particulièrement la charte du parc national, qui réglemente les activités à l'intérieur du parc. Au titre, par exemple, des enjeux liés à la perte de la biodiversité, la charte du parc prévoit notamment l'objectif de mieux connaître et évaluer les impacts des pratiques de loisirs et des manifestations sportives sur les habitats naturels. Le décret de création de la réserve marine, la réserve naturelle marine, fixe également les règles d'usage de la réserve. Voilà pour un panorama rapide des outils de planification, qui, comme nous l'avons vu, permettent bon gré mal gré un ajustement théorique des intérêts de protection de l'environnement et de son usage par la pratique du sport. En pratique, un outil intervient pour réguler et ajuster les intérêts concurrentiels. Il s'agit de la police administrative. La police administrative est concrètement une activité de l'administration publique dont la finalité est le maintien de l'ordre public, soit en prévenant les atteintes, soit en y mettant fin dans le respect des libertés. Lorsqu'il y a conflit d'intérêts socialement valorisé et juridiquement protégé, il y a donc appel à l'application de la police administrative. Il existe de nombreuses polices en matière de protection de l'environnement. Ces polices ont été créées pour gérer la technicité juridique attachée aux éléments naturels, mais aussi pour protéger des intérêts que le droit estime être essentiels. C'est donc un mode de régulation conciliateur des intérêts, car les mesures de police doivent répondre à une obligation de proportionnalité. À titre d'exemple, un maire peut prendre des mesures pour limiter la circulation lorsqu'elle est de nature à compromettre la protection des espaces naturels ou leur mise en valeur à des fins écologiques. De même, le directeur du parc national, exerce certains pouvoirs de police pour veiller au bon ordre dans le parc. Dans le cadre de la réserve marine, c'est le préfet qui est compétent pour prendre des mesures de régulation des activités à l'intérieur de la réserve, comme l'a jugé le Conseil d'État dans son arrêt de 2013, commune de Saint-Leu. Mais bien souvent, qu'est-ce qui se passe? La mesure mise en place ne plaît pas à tout le monde et le conflit perdure. Là encore, le droit n'est pas démuni pour trancher le conflit d'intérêts, car les juges eux-mêmes disposent de certaines méthodes. Ces méthodes gravitent autour d'un même centre, celui du contrôle de la proportionnalité. Ce type de contrôle a été inauguré dans le cadre de la vérification de la légalité des mesures de police, car en effet, les mesures de police vont avoir un impact sur l'exercice d'une liberté le plus souvent. C'est le cas du sport. Lorsque l'on prend une mesure de police au titre de la protection de l'environnement, on porte bien souvent atteinte à la liberté d'aller et venir. Or, une mesure de police qui restreint ou interdit l'exercice d'une liberté doit, pour être légale, être nécessaire et proportionnée au but poursuivi. C'est le résultat de la jurisprudence Benjamin. À ce titre, une mesure de police doit être justifiée dans le temps, dans l'espace, et elle ne doit être ni trop générale, ni trop absolue. À titre d'exemple, un arrêté municipal interdisant toute l'année sur l'ensemble du domaine privé communal et sans délimitation précise la pratique de l'escalade est illégal. C'est ainsi qu'en a jugé la Cour administrative d'appel de Marseille en 2004 dans un arrêt commune de Rangeant. En revanche, compte tenu de l'intérêt général qui s'attache à la préservation des espaces forestiers, un arrêté municipal qui interdit la circulation des 4x4 dans la zone forestière, afin d'assurer la tranquillité des promeneurs
et la préservation de la faune et de la flore ne portent pas d'atteinte illégale au principe de la liberté de circulation, ainsi qu'on a jugé le théâtre d'Amiens en 1996. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? On le voit, le droit, dans sa pratique locale, est plutôt un outil d'ajustement des intérêts plutôt que de parfaite conciliation osmotique. Il donne des possibilités d'action aux autorités locales afin qu'elles adaptent sur leur territoire les objectifs du développement durable. En revanche, il ne donne pas de solution toute faite et renvoie à chacun le soin de prendre ses responsabilités. Il permet toutefois la rencontre des intérêts parfois concurrentiels, voire contradictoires, au travers de procédures également de type participative ou collaborative. La place des autorités publiques apparaît comme déterminante dans l'articulation des différents intérêts en présence. Et au final, c'est bien l'angle choisi pour définir la durabilité qui fera office de phare dans le brouillard de la complexité des conflits d'intérêts. La vraie question à se poser, c'est bien celle qui est à l'honneur aujourd'hui. Qu'entendons-nous par durabilité? Voulons-nous rendre durables nos pratiques et notre mode de vie actuel, ou désirons-nous rendre pérenne la possibilité même de la vie sur Terre, car nous considérons qu'il s'agit d'une absolue nécessité? À dilemme cornélien, jugement de Salomon, de la réponse à cette question dépendra la beauté et la grandeur de nos actions qui, admettons-le, se doivent de ne pas décevoir les espérances de vie de nos futurs enfants. Je vous remercie.